Alors, si l'on nie de moins en moins l'efficacité du service public, on lui associe encore souvent la notion de pesanteur. Alors Patrick Nogaret, ici présent, on peut dire que vous avez innové dans votre parti pour faire face à une situation difficile au sein de la Caisse d'assurance maladie des Yvelines, dans un organisme qui, vu de l'extérieur du moins, apparaît quand même assez enfermé dans un certain nombre d'habitudes, de règles, de pesanteur en tout genre. Alors, donc, il fallait oser, vous l'avez fait. Alors, vous allez nous dire comment. Tout à fait. Parce que, bon, quel était d'abord le but à atteindre, et puis quels ont été les moyens. Il y a eu une initiative personnelle, vous avez dû cogiter la chose en vous-même, et après, vous l'avez fait partager. C'est ça. Mais je suis arrivé il y a 7 ans à la tête de cette caisse. C'est une très grosse caisse, hein. Il y avait 1500 personnes, on n'est plus que 1200, on réduit les effectifs. Il y avait 30 sites différents, il n'y en a plus que 15. Et en fait, traditionnellement, c'est des structures, vous l'avez souligné, très hiérarchiques. Et je me suis dit, comment faire pour que quelque part, on sorte de ce management traditionnel pour arriver à avoir des meilleurs résultats possibles. Parce qu'on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas dans le privé, on est à la frontière des deux et on a des résultats à atteindre qui sont importants sur la gestion du risque, sur la qualité de service, etc. Et finalement, l'idée est très simple, dont on parle depuis ce matin, c'est libérer les énergies des gens. C'est pas faire l'entreprise libérée, parce que l'entreprise libérée, des fois, c'est peut-être un peu radical comme méthode, surtout d'un service public. C'est de libérer l'énergie des gens. Et pour libérer l'énergie des gens, sur quoi je me suis appuyé? Sur les neurosciences, sur les études qui ont été faites, comme par Philippe Stoner, sur les peuples premiers, sur comment fonctionne un enfant, par exemple, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'éducation nationale pour que ça marche? Et on est parti là-dessus. Voilà. Alors, je me suis servi de 5 leviers, en fait. Les 5 leviers, le premier, c'était apporter du sens. Donner du sens, apporter du sens. Bon, ça, c'est banal, vous allez me dire. Ben oui, mais sauf que si on veut apporter du sens, il faut expliquer aux gens pour qu'ils partagent, qu'ils comprennent. Et à partir de ce moment-là, on peut penser qu'ils vont adhérer. Parce que le but à atteindre, c'était quoi? L'objectif qu'on vous avez fixé ou que vous vous étiez Que je me suis fixé moi-même, parce que finalement, c'est pas perdre du temps que de passer du temps avec les gens. Ça, il faut comprendre. Quand on n'a pas compris ça, finalement, il manque quelque chose. La deuxième chose, après le sens, c'était faire confiance aux gens. Alors, autant le sens, c'est ce qui permet l'engagement, autant la confiance, ce qui permet d'accepter le changement et de libérer les fameuses énergies. Parce que quelqu'un dans lequel on fait confiance, eh bien, il a une certitude, il a une certaine sécurité psychologique. Il se dit, on fait confiance, je peux y aller, j'ai le droit à l'erreur, et je vais pouvoir faire des choses. Il exprime son potentiel, tout simplement. Alors, si j'ai bien compris, il y avait un changement imposé, vous l'avez traduit par un changement consenti. Tout à fait, parce qu'on est quand même une délégation de service public, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'autonomie. C'est la Caisse nationale qui nous attribue un budget, on a des objectifs à tenir, je vous l'ai déjà dit, on a une partie de notre rémunération qui dépend de ces objectifs, il faut le savoir, tous, et moi-même au plus haut niveau, et puis après on se débrouille, quoi. Et ça c'est bien. Aujourd'hui, l'État se bat pour, disons, il faut rétablir la confiance dans les fonctionnaires pour qu'ils innovent, qu'ils agissent, etc. Certes, mais si toutes les décisions sont centralisées, ça ne sert à rien. Si c'est la défiance qui l'emporte sur la confiance, c'est peine perdue. Alors, je vous ai interrompu au deuxième point, donc il y en a encore d'autres derrière. Non, justement, je vous ai interrompu dans votre... Ah oui, d'accord. Le troisième point, c'était l'autonomie. Alors, on a parlé ce matin, évidemment, donner de l'autonomie aux gens. Pourquoi? Parce que si on veut que les gens soient créatifs, quelque part, s'ils n'ont pas d'autonomie, c'est impossible. Alors, le corollaire, évidemment, c'est le droit à l'expérimentation, et pas vraiment le droit à l'erreur. C'est de dire, eh bien, finalement, on accepte de faire des erreurs, à condition de les corriger, bien sûr. Il faut bien distinguer d'avec la faute. Mais ça, c'est un instrument absolument essentiel, et j'y reviendrai après, pour mettre en place certains outils. Donc, c'est de dire que ce sont qui font, qui savent, et il faut que la décision soit prise au niveau où les choses se passent. Quand on est manager, on pense que c'est à nous de prendre toutes les décisions parce qu'on a l'information. Premièrement, on n'a pas toujours l'information. Et deuxièmement, si par hypothèse on l'a, les 3/4 du temps, elle est tronquée. Quand on a compris ça, on a fait un grand pas en avant. Donc ne prenons pas toutes les décisions pour le compte des gens, ne signons pas tous les papiers, etc., dans tous les azimuts. Les collaborateurs, ils savent faire, et ils se conduisent comme des adultes et pas comme des enfants. Ça, c'était le troisième levier. Le quatrième levier, c'est cultiver la reconnaissance. Là aussi, on l'a évoqué. C'est très important, c'est mettre l'humain au centre. L'humain au centre, c'est respecter les gens tels qu'ils sont, avec leur potentiel, encore une fois.
Et ça, c'est vraiment très important, et notamment pour les managers. La reconnaissance, et tout à l'heure, Denis Paulet l'a dit, on ne se contente pas de passer à côté des gens sans leur dire bonjour sans les regarder dans les yeux. Ça prend 3 minutes de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé à ce colloque, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment, qu'est-ce que tu en penses la prochaine On peut en fois? profiter. Mais ça prend 3 minutes, si vous voulez. C'est la considération qu'on apporte aux gens, et ils vous le rendent bien. Et enfin, dernier levier, et c'est fini après, je vais parler des outils qu'on a mis en place, c'est tout simplement la fierté d'appartenance. La fierté d'appartenance, alors c'est facile quand on a la sécurité sociale, je vous dis, parce qu'on a un job fantastique. Je fais de la pub, là, hein, j'en ai pas besoin puisqu'on a une situation de monopole. Nous, dans l'assurance maladie, on travaille pour la santé des gens. On n'est pas là pour liquider des prestations. Non, bien sûr, mais c'est un outil, c'est un moyen. Mais ici, on est là pour la santé, pour l'accès à la santé des gens. C'est le plus beau métier du monde, pas le plus vieux, le plus beau métier du monde. Donc voilà, et ça, faut l'expliquer aux gens, et ça fait partie de donner du sens aussi. Alors la fierté d'appartenance, c'est dire que on va participer à une œuvre collective et on va faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Donc on cultive ça, voilà. Les 5 leviers. Alors ça a été quand même récompensé, c'était de l'audace, mais vous venez de recevoir le prix du manager public, et c'est pas le premier prix d'ailleurs. Oui. Si, enfin, c'est le premier prix, si on peut, mais c'est pas le premier que vous ayez reçu. Oui, en 2 ans, on a eu 4 prix, on est très très contents là, pour la caisse. C'est une reconnaissance, la fierté d'appartenance, c'est ça jusqu'à présent, vous savez. Ma mère n'est plus de ce monde, mais elle pensait que je travaillais pas à la sécurité sociale. Il ne faut surtout pas le dire à mes amis qui pensent que j'ai à peu près réussi dans la vie. Et voilà, finalement, c'était un peu une honte de travailler à la Sécu. Vous voyez, il y a Coluche qui disait on regarde la pendule, etc., les courtelines, les toiles d'araignée. C'est pas vrai du tout, il faut venir voir comment ça se passe. Alors, donc, on est très fiers de ça. Voilà. Ah bah vous pouvez, oui, je pense. Je pensais même pas qu'il y avait des prix décernés. C'est bien que dans le service public... Oui, les autres, c'est même pas dans le service public, c'est dans le privé. Il y a les espoirs du management, il y a le prix de l'excellence opérationnelle au MEDEF, et puis il y a eu le prix de l'innovation managériale aussi. Ah d'accord, oui. Ça, c'est attribué par des gens du privé, quoi. Voilà. Y compris le prix du manager public. Non, ça c'est que le public, ça. Ah, c'est bien, c'est voilà, pour ça que... Celui-là, c'est que public. C'est pas complètement c'est côté des grands de la ministères, etc. Mais c'est une consolation, ça prouve que dans le public, on commence à s'en occuper. C'est l'observation que je faisais. Jusqu'à présent, quand on agissait comme je le fais, on se prenait facilement des balles perdues. Alors que maintenant, on est encouragé. Ça change complètement la donne. Plutôt, oui. C'est pour ça que ça ne se savait pas, parce que si ça se savait, on était déconsidéré. Maintenant, on peut le dire. Voilà. Donc les outils. Alors les outils. Les outils, parce qu'une fois qu'il y a eu ces principes, donc ces leviers, comment on fait? Eh bien, on a commencé, alors je passe par l'acculturation, parce qu'on fait venir des conférenciers régulièrement, etc. L'idée, c'était de s'ouvrir sur le monde extérieur. Que les gens de la caisse des Yvelines voient d'autres conférenciers qui parlent de la génération Y, du numérique demain, de l'intelligence artificielle, que sais-je encore, des personnalités difficiles, etc. On a commencé par mettre en place le lean management. Ça va faire rigoler certains ici qui l'ont fait depuis 40 ans, peut-être. C'était l'idée, c'est ceux qui font qui savent. Je vous dis que je vais vous donner de l'autonomie, finalement, et je vous fais confiance, dans vos services. C'est vous qui allez éliminer tous les sujets qui font perdre du temps, de l'énergie, etc. Et j'ai tenu un discours pas démagogique. On remplace un effectif sur 3 de départ à la retraite, donc il faut qu'on fasse avec. Pas dire on va créer des emplois et tout, on y aurait pensé avant. Non, il faut qu'on fasse mieux avec ce qu'on a, avec votre potentiel. Et ça a permis de démarrer vraiment les choses. Certains cadres ont dit moi, mon boulot de cadre, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, je ne suis plus seulement le caporal-chef, je suis celui qui fait exprimer à mon personnel toutes ces possibilités. Ça a été un premier point qui a bien marché, qui continue. On a fait des formations pour ça. Le deuxième point, c'est l'innovation participative. L'idée étant de se dire, c'est vraiment au niveau de l'ensemble de la caisse qu'on peut émettre des idées. Alors on a fait une plateforme, Vive le numérique, pour ça nous a servi, où les gens mettent une idée, il y en a qui like, il y en a qui commentent, et on prend les idées qu'on peut mettre en place, et on les met en place. En 3 ans, 1400 idées. Wow. 50% d'entre elles émanent d'employés. Parce que, derrière ça, ce que j'ai envie, c'est de casser un peu la hiérarchie, la pyramide. Parce qu'autrefois, c'est les cadres qui mettaient des idées. Forcément, ils sont plus intelligents, ils ne seraient pas cadres sinon. Donc, les employés disaient, non, parce que le chef m'a dit que ce n'était pas possible, il y a longtemps qu'on y aurait pensé, etc. On n'a pas le temps, enfin, que sais-je encore. Et le droit à l'erreur, vous l'avez proclamé à l'avance pour encourager les gens à... Oui, on l'a proclamé. Je vais y venir après. On a mis en place un guide de principe de qualité de vie au travail qu'on a appelé. Et donc là, les gens émettent régulièrement. Il y a des challenges, on parlait tout à l'heure des rites, des fêtes, etc. Tous les ans, il y a une fête de l'innovation. Le service qui a le plus innové, la plus belle innovation, le prix du public, etc. Donc c'est rentré dans les mœurs, si je puis dire. C'était l'idée de dire chacun peut participer à la vie de la caisse en émettant des idées. Il n'y a pas de petites idées. Troisième chose, j'y viens.
On s'est dit maintenant, il faut qu'on édicte des principes du management qu'on a appelé bienveillant et exigeant. Emmanuel en parlera beaucoup moins après, c'est un spécialiste du sujet. Et là, il y a une centaine de personnes seulement, pas l'ensemble, parce qu'on travaille avec l'ensemble sur Vision Valeur maintenant. Et à la fin, une dizaine, qu'on définit 10 principes de management bienveillant et exigeant. C'est quoi? C'est le droit à l'erreur. On l'a appelé comme ça, on aurait mieux fait de l'appeler autrement, mais tant pis. C'est cultiver l'optimisme, on en a parlé tout à l'heure. Fixer des objectifs au bon niveau. Parce que si on fixe des objectifs au niveau flat, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il y a bienveillance et exigence. Ça veut dire que je suis exigeant parce que si je fais un effort, quelque part, ça va être dur, mais à l'arrivée, je dirais, on l'a réussi, on l'a fait, ce truc-là. Alors sinon, c'est la routine, c'est les fameux mots en in dont parlait tout à l'heure Pierre-Marie Liédo. Et puis après, il y a cultiver la gratitude. On ne sait pas dire merci, en France, c'est pas tellement. Il faut qu'on cultive la gratitude, etc. Tous ces principes-là, ils ont été vraiment affichés clairement pour tout le monde. Étape suivante, je vous en prie. Non, avant, quand on réussissait, c'était normal, et sinon, c'était... Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est quelque part, c'est faire circuler ces principes que la plupart des gens s'en imprègnent. Je dis la plupart, pas tous, parce qu'il ne faut pas rêver, tous ne sont pas imprégnés. Et puis ensuite, on a dit, mais maintenant, c'est pas le tout, il faut les mettre en pratique, parce que si on fait un beau guide du management bienveillant et exigeant, ça ne suffit pas. Donc, on a créé des groupes, un sur la gratitude, un sur un autre sujet, etc., en gros, sur ces 10 principes, ad hoc. Ils se sont réunis entre eux, ils ont désigné leur leader eux-mêmes, en principe surtout par un cadre, et on dit qu'est-ce que vous feriez pour cultiver la gratitude? Qu'est-ce que vous feriez pour cultiver la solidarité, etc., ainsi de suite. Il y a des groupes donc, qui ont eu des idées assez intéressantes. Il y a eu Vie mon job, c'est-à-dire qu'à la date anniversaire où on rentre à la caisse, pour l'instant une fois tous les 10 ans pour ne pas être débordé, j'ai le droit d'avoir une journée d'aller dans un autre service. Ça cultive la solidarité. Et ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé un DK-défi, c'est l'esprit équipier, c'était un groupe esprit équipier, c'est-à-dire qu'il y a 10 défis dans l'année, culturels, sportifs, etc. On mélange les services et au mois de juin, il y a une fête, un barbecue. Et il y a une tombola et on récolte de l'argent pour les enfants des hôpitaux. Vous voyez, à la fois, tout ça, c'est fierté d'appartenance et je mélange tout le monde. C'est des petites choses. Finalement, c'est des petites choses qui font des maxi-résultats. Mais qui ne faisaient pas partie des traditions de la maison. Qui ne faisaient pas partie des traditions de la maison, tout à fait. Et puis enfin, pour clore le tout, et puis après on va pouvoir échanger, on a mis en place un baromètre personnel, parce qu'on a un baromètre institutionnel chez nous qui est un peu compliqué et qui n'est pas beaucoup rempli. Et là, il y a un groupe pareil qui s'est réuni, qui a dit, voilà, nous on va poser des questions, avec une notation de 0 à 10. Que pensez-vous de votre hiérarchie, de l'ambiance au travail, etc. Surtout pas pour se comparer avec les autres, mais se comparer par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Et il y a 97% de taux de remplissage, ce qui est pas mal. On va l'améliorer un peu parce qu'il y a encore quelques difficultés, mais ça permet de voir toutes les possibilités d'amélioration. Et là, l'idée, c'est de dire, c'est pas de la faute au manager, c'est pas de la faute au groupe, c'est de la faute à tout le monde. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites, que si vous avez un groupe de 10 personnes, 9 super engagés, 1 pas engagé, ça marche moins bien que 10 moyennement engagés. Ah oui. C'est le problème de l'équipe. Quand on a tout à l'heure, t'es bien gentil, t'es le meilleur, mais tu viens pas parce que quand t'es pas là, l'équipe, elle est meilleure. Oui. C'est la même chose. Mais sauf que nous, on ne choisit pas nos équipiers, forcément. C'est toute la difficulté. Donc maintenant, on fait un recrutement par les pairs. Donc on a toujours quelqu'un de l'équipe qui recrute en même temps, et c'est pas seulement le cadre ou la DRH qui est capable de recruter. Parce que si on dit qu'il faut jouer collectif, les gars, les gens diront, tu nous dis qu'il faut jouer collectif, mais on ne peut pas aider au recrutement, ou au moins donner notre avis. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Vous voyez, finalement, c'est que du bon sens ce que je vous dis là. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu d'ailleurs. Tout le monde est capable de le faire. Mais sauf qu'on l'a fait, c'est la différence. Et si on l'a fait dans un service public, je peux vous dire, c'est que c'est possible de le faire. Alors, je m'attendais à ce que vous me parliez de quelque chose que j'ai eu entre les mains par-dessus le marché, le colibri. Le colibri, oui. Alors, le colibri, ça a une signification. Ouais. Il y a 3 mots dedans. Oui, tout à fait. Allez-y. L'idée, en fait, on appelait ça transformation managériale, parce que je me méfie de tout ce qui est terminologie, surtout dans les services publics. Entreprise libérée, etc. Non, c'est Kennedy, c'est pas ça. Nous, on fait notre petit bout de chemin. Alors, le colibri, c'est l'histoire de Pierre. L'envol du colibri. Connu, l'envol du colibri. Et colibri, c'est confiant, libre, innovant. On a trouvé ce terme pour dire c'est ça. Et colibri, finalement, c'est un ouvrage collectif. C'est un consultant qui vient interviewer 40 personnes chez nous, qui ont raconté l'histoire. Et ça a été mis en forme de façon absolument remarquable, que j'ai rencontré d'ailleurs grâce au collectif qualité du travail à Sacha. Et les gens disaient, mais c'est un super livre de management. Mais on ne l'a pas fait exprès. On ne pensait pas que ça serait un livre de management. Et on l'a tiré en interne. Ah bon. Maintenant, il y a plein de gens qui nous le demandent en externe. Sauf que moi, je ne suis pas un commerçant, je ne vends pas des bouquins. Il faudrait que je retire des exemplaires. Alors, il est téléchargeable, vous le rassure ceux qui le voudraient.
Mais c'est une satisfaction parce qu'à travers des histoires, il y a un bouquin de management. On m'a dit il faut que tu écrives un livre, c'est pas la peine, il est écrit. Puis un livre collectif, c'est quand même pas si fréquent que ça. Ah non, voilà, c'est ça, c'est bien. C'est leur livre à eux, quoi. C'est leur histoire. Parce qu'on écrit une histoire tous les jours. C'est ça, mon rôle, Oui, moi, c'est ce que j'allais dire, les aider à écrire leur histoire, vous voyez. Des gens ordinaires qui vont écrire une histoire extraordinaire, finalement. Et c'est du continu. Ah oui, c'est du continu, c'est jamais fini. Alors là, je peux vous dire, on en parlait avec mes collègues, on a encore du boulot. Ouais, il y en a encore pas mal à faire, du boulot. Alors, écoutez, on va se tourner. Alors, en tout cas, pour résumer les choses, la transformation, puisqu'on parle actuellement des neurosciences, ça a été le fruit de ce que vous avez cogité dans votre cerveau avec le cerveau des autres, avec le cerveau. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, c'était pour créer de l'inédit, finalement. Bah oui, c'est crédible, mais la difficulté, j'en parlais avec Paul Mariello, d'ailleurs, je connais un peu par ailleurs. J'ai dit, mais tu sais, j'ai beaucoup de mal à faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils managent différemment, pas parce que je l'ai décidé, mais c'est parce que l'homme fonctionne comme ça. Il vaut mieux mettre une tape sur l'épaule qu'un coup de pied aux fesses. La personne, elle avancera plus. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, il y a ce décalage. Il y a, je sais pas, des dizaines d'années de retard entre le management et les neurosciences. Pareil dans l'éducation nationale. Oui. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'intelligence émotionnelle, d'empathie, de levier de performance, tout ça, ça demande à être mis en musique. Alors, Emmanuel Jafflin, vous êtes l'auteur de l'éloge de la gentillesse, dont vous vantez les vertus. Non seulement... C'est pas celui qui a l'affiche, là. C'est l'éloge de la gentillesse en entreprise. Ce qu'il vous dit pas, c'est que j'en ai écrit 4. Oui. Et si je vous racontais toute l'histoire, c'est que j'avais jamais prévu d'écrire sur la gentillesse, que c'est un de mes anciens stagiaires quand j'étais diplomate qui savait que j'étais philosophe et qui m'a dit un jour, Emmanuel, je suis... En fait, Arnaud de Saint-Simon, ça vous dit quelque chose? C'est celui qui avait créé le magazine Psychologie, qui s'appelait Psychologie Magazine, puis Psychologie, et qui a lancé en 2009 la journée de la gentillesse, qui est quelque chose de mondial, que les Japonais ont lancé l'année de ma naissance, que je ne vais pas vous dire parce que je suis vieux et pudique, et qui a marché internationalement, et nous les Français on était un peu en retard, et c'est à l'initiative de ce magazine que la journée de la gentillesse a été jetée, pensée, et mon stagiaire me dit, il appartenait à un cabinet de consultants, et il me dit, il faut que tu me dises des trucs sur la gentillesse. Et j'ai dit, écoute, moi, jamais. Je suis philosophe, la gentillesse, c'est autre chose. Et finalement, j'ai écrit 4 livres dessus. Et celui qu'il cite, c'est le premier éloge de la gentillesse. Puis après, j'ai écrit le petit éloge de la gentillesse. Après, celui pour l'entreprise, qui n'est pas du tout un plaquage, mais qui est vraiment une théorie de l'entreprise. Et après, j'ai écrit un petit cahier d'exercice de gentillesse en Suisse, etc. Éloge de la gentillesse, disons que c'est le générique, quoi. Si tu veux. Voilà. Alors, là, d'une façon générale, ce sont les vertus de la gentillesse qui sont célébrées en société, plutôt dans société et dans les sociétés. C'est plus qu'une vertu. Si tu parles d'intelligence émotionnelle, c'est que c'est une forme d'intelligence, mais qui passe pas par le raisonnement, qui a des effets évidemment sur le système nerveux, puisque c'est quand même ça, le neuro. Et c'est à la mode maintenant. Alors évidemment, parler d'intelligence émotionnelle ou d'émotion intelligence, ça m'est complètement égal. Moi, je distingue 3 formes de l'intelligence émotionnelle. Je dis d'abord que l'intelligence émotionnelle au niveau de la gentillesse, c'est un petit atelier, des petits coups, des petites traces, comme le petit pousset qu'on jette dans la rue et qui sont très fructueux. Je vais donner quelques exemples. J'ai combien au total? 3 minutes 20, un truc comme ça, ouais. Un peu plus. Un bon quart d'heure. C'est formidable. Quand je suis gentil, en fait, je rends service. Je donne une définition toute simple, mais être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous l'a demandé. Et entre parenthèses, je fais un petit retour en arrière sur l'empathie. Après, je reviendrai à mon idée des petits bouts et des petits gestes et des petits... Des petits gestes qui nous rendent gentils, c'est-à-dire qui nous anoblissent moralement et de manière intelligente, émotionnelle. Mais je dis dans l'empathie, il y a 3 formes. Il y en a bien plus que ça, mais c'est pour mieux comprendre la gentillesse. En général, j'ai un tableau et je fais un trait. Donc vous tracez un trait sur votre cahier, vous mettez à l'extrême droite le respect, à l'extrême gauche la sollicitude et au milieu la gentillesse. Je me suis inspiré d'Aristote qui distingue la témérité, le courage au milieu et la lâcheté à côté. Imaginez que vous preniez au bord de la Seine et que vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer. Et vous dites, purée, j'ai des chaussures qui valent cher, j'ai un costard à 4 000 €, je vais pas aller me noyer pour ce qu'on-là, je passe. Ça, c'est le lâche. Après, vous avez quelqu'un qui passe avec les mêmes fringues, d'ailleurs le même prix, qui voit quelqu'un qui se noie, il dit, je peux pas le laisser se noyer, il plonge. Il a juste oublié un truc, c'est qu'il ne sait pas nager.
Ça, c'est de la témérité, c'est un excès de courage. Et donc, entre les deux, le courage, c'est un médium, un intermédiaire, entre le fait d'être lâche et le fait d'être excessivement courageux. Le courage, c'est ça. Et bien, la gentillesse fait un juste milieu, une médiété, comme dirait Aristote en grec, entre la sollicitude et le respect. Alors, qu'est-ce que c'est que le respect? Du point de vue de l'intelligence émotionnelle, c'est une empathie froide. Vous savez, l'exemple clé, c'est le parking, la place de parking qu'on réserve aux handicapés, où il y a le dessin bleu dessus. Et je passe souvent un film, mais là, j'ai pas non plus de micro Madonna que j'aime mieux que ça. Mais bon, c'est comme ça, Orange. J'adore Orange, hein, c'est ma couleur préférée. C'est pour ça qu'en foot, j'étais plutôt pour la Hollande que pour la France. C'est un détail. Et donc, le respect, c'est une empathie froide parce que vous laissez la place libre pour l'handicapé, mais il se démerde. Vous n'allez pas l'aider à sortir son fauteuil, à monter dedans. J'aurais plein d'anecdotes, mais comme j'ai très peu de temps, je peux pas. Bon, bref, voilà pour le respect, c'est une empathie froide. À l'autre côté, il y a la sollicitude qui est une empathie brûlante. Et qu'est-ce que c'est que la sollicitude? C'est rendre un service à quelqu'un qui vous a rien demandé. Et donc, si vous avez vu un film qui s'appelle Le fabuleux destin, ouais, il y en a 2 qui suivent, c'est bien, d'Amélie Poulain. Vous voyez que la fille, au fond, elle se connaît pas elle-même. Elle ne s'aime pas elle-même. Et elle espionne ses voisins, non pas par perversité, mais pour savoir quel est leur rêve secret qu'ils voudraient réaliser. Et elle les aide, sans qu'ils le sachent, à réaliser leurs rêves. Elle leur fait parvenir, finalement, l'objet de leur désir. Et puis un jour, à la photomaton, elle voit un type dont elle tombe amoureux. Et elle va se détacher des gens auprès de qui elle était sollicitude et elle devient amoureuse. Il y a une scène que je passe en vidéo que vous trouverez sur Dailymotion, il n'est pas sur YouTube. C'est un petit extrait du fabuleux destin d'Amélie Poulain où elle est à Montmartre et elle voit un aveugle qui est là, qui cherche son chemin, elle lui embroche le bras et elle lui fait visiter 200 mètres carrés de Montmartre en passant devant les commerces, le boucher qui drague la cliente, le chien qui regarde le poulet, le fleuriste qui parle à la cliente, etc., etc. Puis après elle arrive au métro, elle le largue. Ça, c'est la sollicitude. Et moi, je redéfinis la sollicitude en disant, elle a un territoire, c'est pas Orange, c'est pas vert ni rouge, ni la rue, ni l'entreprise. La sollicitude, son territoire, c'est la famille. Pourquoi c'est la famille? Parce que dans la famille, il n'y a qu'une seule personne. Alors, les gens vont me dire, mais c'est qui dans la famille, la personne? C'est le père si on est machiste, c'est la mère si on est féministe, c'est l'enfant si on porte un culte à l'enfance. Aucun de tout ça. Dans la famille, la seule personne, c'est la famille. C'est-à-dire que dans la famille, je n'existe plus comme moi, comme individu. Et donc, je vais donner une anecdote, mais ma fille Blandine, l'année dernière, maintenant elle est ailleurs, mais elle était en terminale, au mois de janvier, il faisait froid. Elle sort avec la chemise ouverte pour aller au lycée, en terminale. Et je dis, stop, Blandine, tu mets ta doudoune. Le père, la loi du père. Mais en même temps, je me mêle de ce qu'elle m'a pas demandé, exactement comme Amélie Poulain qui rend service à des gens qui lui ont rien demandé. Mais je le fais pas pour moi. Je lui explique à ma fille, je lui dis, tu sais, tu peux aller à poil au lycée, c'est pas la question. La question, c'est que si tu sors comme ça, non couverte, alors qu'il y a -1 dehors, tu vas choper froid au lycée. Donc tu vas revenir malade. Donc il va falloir que tu rattrapes les cours. Il va falloir qu'on aille chez le médecin. Donc t'emmerdes tout le monde. Donc l'idée, c'est d'être responsable. Et donc dans la famille, on est responsable pour toute la famille. Donc voilà ce que c'est que la sollicitude, vouloir le bien de nos proches malgré eux. Et cette sollicitude, elle ne s'applique pas à l'extérieur, sinon on est intrusif. Mais et donc entre les deux, et je prends ta question, et entre les deux, entre le respect qui est une empathie froide et la sollicitude qui est une empathie brûlante, il y a la gentillesse qui est une empathie chaude, où là on répond à une demande qui nous était faite. Ta question ? Si justement ça avait été compris par ta fille. Parce que moi j'ai échoué dans le même cas. Je sais pas, parce que maintenant elle vit plus chez moi, donc je sais pas comment elle va à la fac, enfin à l'école de. Est-ce que ce jour-là elle s'est mise la doudoune? Elle l'a mise, mais je pense qu'elle l'a retirée assez vite. Mais bon, ça c'est. J'enchaîne sur une autre question. Ah oui, tu me rassures. L'éloge de la gentillesse dans les sociétés. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui marchaient sur les pieds des voisins pour pouvoir progresser plus vite. Et j'ai souvent entendu, à côté du mot gentil, le mot naïf, le mot poire, même éventuellement. Ouais, moi, je distingue gentil et gentillet. Le gentillet, c'est celui qui est gentil tout le temps. Et moi, je dis être gentil. Alors, c'est une bonne question, hein. Mais de toute façon, tu ne poses que des bonnes questions. Donc, je te proclame. C'est gentil. Je te proclame nouveau gentilhomme.
le propre de la morale que je crée autour de la gentillesse, puisqu'elle était restée, je pourrais vous expliquer pendant des heures pourquoi en France on n'aime pas utiliser le mot gentil. Un jour je vais et je réponds à ta question après, un jour je vais dans un resto avec le patron de la librairie, enfin François Bourrin, et puis on devait aller dans les médias, et on était à la bourre, donc je hèle le patron du resto, je dis pouvez-vous nous amener l'addition, donc il amène l'addition, il me la file, que je donne à mon évidemment éditeur, et je lui dis au patron du resto, un petit resto rue Mouffetard à Paris, un truc à 2 balles, je lui dis merci, vous êtes gentil. Il dit ah non, dites pas que je suis gentil, dites que je suis sympathique. Et je dis pourquoi vous préférez le mot grec sympatheia au mot latin gentil? Parce que gentil en latin ça vient de gentilis qui veut dire le noble, celui qui est bien né, celui qui est issu d'une des 100 familles qui fondèrent Rome. Et après il y a une deuxième histoire qui est chrétienne, c'est que les chrétiens quand ils apparaissent c'est des juifs au départ. Donc ils sont très inspirés par la culture juive qui désigne par un terme en hébreu celui qui n'est pas juif, le goy. Et en fait, c'est plus complexe que ça, mais je vais vite parce que j'ai peu de temps. Et à un moment donné, le proto-christianisme, c'est-à-dire un siècle, moins d'un siècle après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, ils vont se dire, les chrétiens, il faut qu'on ait un terme pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens, comme les juifs ont un terme pour désigner ceux qui... Et ils vont jeter leur dévolu sur le mot gentilis, qui est devenu, qui veut plus rien dire en latin, puisque les Romains appellent gentil aussi bien le noble que l'ignoble, aussi bien le pauvre que le riche, aussi bien le romain que celui qui n'est pas romain. Donc le mot, il est tombé dans la bouillie. Et les chrétiens vont faire une OPA sur le terme pour désigner par gentil le mécréant, celui qui n'est pas chrétien et qu'il faut convertir. Saint Paul, c'est celui qu'on appelle l'apôtre des gentils. C'est-à-dire que Saint Paul, il n'est ni gentil ni méchant, c'est une machine à convertir les non-chrétiens, c'est-à-dire les polythéistes à l'époque, en chrétiens. Et donc l'ambiguïté du mot gentil en français vient de là. D'un côté, en latin, ça veut dire le noble, celui qui est bien né, et de l'autre côté, en chrétien, ça désigne le mécréant, celui qu'il faut convertir à la gentillesse. Benoît XVI, qui était un bon pape, mais qui s'est barré au bout d'un moment, il en avait marre, il a créé en 2011, alors moi j'avais déjà pondu 2 livres, un parvis des gentils à Paris, avec l'archevêché, avec le couvent des Bernardins, avec l'Institut catholique. Bon, moi je pouvais pas trop gueuler, je suis catholique en plus, donc c'est pas du tout anti-religieux ce que je voulais dire, mais en termes de vocabulaire, le christianisme entretient dans les pays latins le sens négatif de la gentillesse. Si vous êtes gentil, c'est que vous êtes un plouc et il faut qu'on vous convertisse à la chrétienté. Et donc toute l'ambiguïté, elle est là. Et c'était quoi la question initiale ? Simplement que je voudrais savoir s'il a été prouvé qu'être gentil dans une société, ça paye, pardon d'être aussi concret, et qu'on n'est pas un peu poire et qu'on ne se fait pas écraser par les autres. Oui, alors je proposais de distinguer gentil, gentillet. Est-ce que c'est prouvé ? Alors vous savez, il y a des petites vidéos, puisque c'est la journée de la gentillesse, c'est le 13 novembre. Alors ça a été lancé en France en 2009, mais en 63 au Japon, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, le 13 novembre. Moi, je vais dans les médias, je fais ma conversation sur la gentillesse, je vais chez moi, je prends un bain, c'est toujours ma fille qui vient frapper à la porte de la salle de bain et qui me dit « Papa, il y a eu des attentats, 13 novembre 2015 ». Ah, je lui dis « Non, c'est la journée de la gentillesse ». Elle me dit « Si ». Et donc, évidemment, au bout d'un moment, je sors, je vais devant la télé, et au bout de quelques temps, les gens m'envoient des textos, me téléphonent, m'envoient des mails en disant « Ah, tu vois, la gentillesse, sous-entendu, c'est de la merde, c'est faible par rapport aux terroristes ». Et je dis « Stop !» Et je suis toujours resté au début de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, bon, c'est pas grave. Je dis stop, remarquez bien qu'il y a 2 tarés à l'intérieur qui ont tué plus de 100 personnes, mais comprenez ce qui s'est passé après. Il y a des gens qui sont sortis, ils n'avaient pas de manteau. À l'extérieur, on leur a donné une doudoune. Il y en a qui n'avaient pas leur téléphone, on leur a prêté un téléphone pour qu'ils appellent. Il y a des chauffeurs de taxi qui n'ont pas une bonne réputation en France, qui les ont emmenés chez eux ou à l'hôpital sans les faire payer. Ça veut dire que la gentillesse, c'est un terreau. Et si je prends un exemple encore plus fort, c'est qu'en Syrie, évidemment, ça s'étend à l'entreprise, mais en Syrie où il n'y a plus d'État, il faut appeler ce qui est, et moi j'ai vécu dans un pays en guerre, qui est la plus longue guerre du XXe siècle en Afrique. En Syrie, il n'y a plus d'État, mais il y a plein d'exemples que j'ai vus dans les médias, que j'ai lus, que j'ai entendus à la radio. Vous voyez une petite fille ou un petit garçon dont les parents sont morts, qui sont abandonnés, qui vont dans la rue demander un service à quelqu'un et on leur rend. C'est-à-dire que quand l'État a disparu, et c'est pour ça que c'est plus fort qu'on le croit, la gentillesse, quand l'État a disparu, il va rester ce terreau humain
cette humanitas, cet humanisme qui fait qu'on aime rendre service à quelqu'un. Et ça nous fait découvrir que le moi n'existe pas, que je suis beaucoup plus fort quand je rends un service à quelqu'un que quand je lui prends quelque chose. Je fais une petite distinction entre bon et méchant, c'est-à-dire la première distinction que j'avais faite, c'est entre noble et ignoble, hein. Ça veut dire ça, gentilis en latin. Mais la deuxième distinction qu'on doit faire dans sa tête quand on est chez Orange ou ailleurs, c'est quoi être bon, c'est quoi être méchant. Un méchant, ça vient du vieux François qui veut dire choir. Quand je suis méchant, c'est que je tombe. Mais avant, je fais tomber les autres comme dans une rangée de dominos. Et donc, le premier domino qui commence à faire tomber le deuxième, le troisième, le centième, le 500e, il se retrouve le 500e sur la tronche et il tombe lui-même. Et pourquoi un méchant est méchant ? Parce que vous en avez autour de vous dans le boulot. Vous en rencontrez dans la rue, vous en voyez dans les médias. La littérature policière ne fonctionne que là-dessus. Moi, je suis plutôt poète, hein. Les romans policiers, c'est pas mon truc. Mais quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est vide. Donc, il a besoin de se remplir. C'est un prédateur. Il faut qu'il prenne. Et le gentil, il est plein. C'est un donateur. C'est quelqu'un qui a besoin de donner pour être et qui est beaucoup plus fort que le gentil. Et dans nos entreprises, pendant très longtemps, on a cru que la règle du capitalisme, de l'économie, du management, c'était le darwinisme, c'était le struggle for life. Il faut combattre, il faut tuer pour prouver qu'on est un élément fort. Et en réalité, la société humaine, elle est plus complexe que ça. Et même dans la nature, Pascal Pic vous en a peut-être parlé ce matin, mais on a découvert, depuis maintenant quelques siècles, mais ça fait surtout 50 ans qu'on le découvre, c'est qu'il y a de l'interspécisme, il y a des passages entre les espèces. Ce spécialiste du grand singe qui avait raconté ça un jour, il observe un de ces gros singes dans la forêt en Afrique, qui voit un oiseau tomber, un gros oiseau qui s'est blessé, qui n'arrive plus à démarrer. Et le gros singe, qui a autre chose à faire dans sa vie, il va prendre l'oiseau, il le met dans sa main, et il souffle dessus. Et on se dit, mais l'empathie, elle est naturelle. Bien sûr qu'il y a des prédateurs, bien sûr qu'il y a des animaux qui doivent manger, mais une fois qu'ils ont mangé, ils regardent les lions, ils regardent passer les troupeaux de gazelles et ils leur sautent pas dessus. Donc il faudrait que dans l'entreprise, où effectivement il faut qu'on augmente notre chiffre d'affaires, qu'on ait des concurrents, qu'à l'intérieur de l'entreprise on fasse pas ça, et qu'on développe justement l'empathie. Et à côté de plusieurs éloges de la gentillesse, il y a quand même un éloge de la punition. À partir de quand ? Là, tu me mets hors sujet. Ah bah non. Oui, j'ai écrit une apologie. C'est pas un éloge, hein, c'est une apologie de la punition. Oui, apologie, pardon. Oui. Les médias ne m'appellent que pour que je me fasse flinguer. Alors c'est très bizarre, parce que j'interviens aussi beaucoup dans les médias sur la gentillesse, mais en philosophie, en général, on est systématique. Et moi, je dis, donc la gentillesse, c'est une forme d'empathie, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Or, dans notre société, on a changé de paradigme, on n'aime plus punir. Et on donne aux droits, on donne au pouvoir, le seul pouvoir de punir. Ce qui fait que les parents ne peuvent plus gifler leurs enfants. Ce qui aura du sens quand l'utérus artificiel marchera et que les enfants naîtront non plus d'un coït, c'est-à-dire d'un corps à corps entre un homme et une femme, mais d'un bricolage entre un sperme qui a été choisi, un ovule qui a été choisi, pour ensuite enferrer le tout dans un utérus artificiel. Et là, je suis d'accord, il ne faudra plus gifler, fesser les enfants. Mais ma fille qui porte pas sa doudoune, elle pourrait vous en parler. Elle en a reçu quelques-unes, mais pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, ni tous les ans. Mais à un moment donné, je voulais lui rappeler que mon amour pour elle, il passait par le corps. Et qu'aujourd'hui, on a aboli la punition. On préfère le mot justement pénal, on préfère le mot juridique, parce qu'on estime que cet amour qui passait par le corps, on le supprime. Et le résultat, moi je me moque beaucoup des gens qui sont anti-gifles, anti-fessés. Je me suis fait virer de LCI, enfin pas virer, insulté, menacé d'être frappé par un député vert qui est passé. J'ai vu. Ouais. Et moi je pense que la punition, c'est un acte d'amour. Et on punit plus personne. Donc, moi qui suis prof, moi qui suis parent, je vois bien face à ces enfants ce qui se passe. C'est qu'on a glissé d'une culture de la responsabilité, où chacun devait répondre de ses actes, à une culture de la victimité, où même le type qui a violé une petite fille, qui ensuite l'a bouffée et l'a tuée, il va expliquer avec son avocat que c'est la faute à pas de chance, que lui-même, son père, etc. Et on est parti dans un autre monde. Mais c'est un monde finissant. Le contradicteur était assez dogmatique, à vrai dire. Oui,
plus que dogmatique. Hein. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une symétrie, pour revenir au sujet, entre la gentillesse et la punition. Être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Sinon, vous êtes Amélie Poulain et vous essayez de pénétrer dans quelqu'un qui vous a rien demandé parce que vous ne connaissez pas vous-même. Et l'autre côté, punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé, mais c'est un vrai service qu'on rend dans la punition. Et la punition, elle ne doit pas passer par le droit. Et en France, on résiste un peu. Hein. En France, en Suisse, mais même les pays latins sont passés à l'interdiction de la gifle et de la fessée. Et moi, mon livre, il n'est pas sur la gifle et la fessée, mais on ne m'interroge que là-dessus. Il est sur l'essence de la punition philosophiquement, sur son rôle dans le sport, sur son rôle sur la diplomatie. Mais ça, il n'y a aucun média qui m'a interrogé là-dessus. Un peu focalisé, oui. Ouais. Alors, ça peut susciter des questions chez vous, ça. Il y aura des gifles. Excusez-moi, vous avez parlé de 3 formes d'intelligence émotionnelle, mais du coup, peut-être que j'ai mal perçu. Si, j'ai dit gentillesse, respect et sollicitude. C'est les 3 formes de l'empathie. Et c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Et j'ai pas pu développer plein de choses, mais tant pis, vous me lirez ou on se reverra. Sinon, il y a 2 minutes ou 5 minutes pour développer un petit peu. Ce que je voulais dire très rapidement, c'est que la gentillesse, mais je prends les questions, la gentillesse, c'est un métier à tisser. C'est-à-dire que ce que je découvre quand je suis gentil, c'est 3 choses. Mais il y a un niveau, hein, je vais perdre du public, mais c'est pas grave. Le premier niveau, c'est que si je m'arrête sur les gestes de gentillesse ou, par surprise, quelqu'un m'a regardé dans les yeux et m'a dit merci, c'est gentil, j'ai tissé du lien. Et je pense que le substratum de la société, c'est la capacité à tisser du lien. Je vous l'ai dit pour la Syrie. Les vies humaines persistent à l'état, précisément parce qu'il y a cette intelligence émotionnelle. Deuxièmement, la gentillesse, on fait une autre expérience, c'est le goût des autres. Bon, c'est le titre d'un film que vous avez peut-être vu, qui est très drôle, où tout le monde est plié sur soi, et replié sur soi et pense qu'il est le centre du monde. Moi, pas du tout. Mais on découvre, si on creuse un peu ce qu'on fait quand on est gentil, que le moi n'existe pas. Et moi, pour aller écrire l'apologie de la punition, je suis allé au Panama chez les Kuna. C'est une ethnie indienne que les Espingouins, quand ils ont envahi le territoire, ont viré. Donc ils sont 70 000 à vivre sur des petites îles, des îlots même, qui culminent à 35 cm de hauteur. Donc ils vont vite retourner à l'intérieur. Et ce sera pas mal, mais je vous raconte pas pourquoi. Si vous suivez l'actualité, dans 5-10 ans, les Panaméens l'auront dans la poire. Je cherchais un mot poli. Et j'arrive là-bas, après avoir pris l'avion, le bateau, machin, et je dis à Pablo, voilà, je m'appelle Emmanuel Jafflin, et toi, t'es qui ? Il me dit, elle est forte ta question, t'es français, toi. Je dis, ouais, personne n'est parfait, mais je dis, pourquoi tu dis ça ? Il me dit, moi, je suis Pablo pour mes papiers d'identité panaméens, mais j'ai un autre nom, Kuna. Et puis surtout, moi, je suis sorcier, je suis chef du village, je suis chasseur, je suis le petit-fils de, l'oncle de, le père de, le frère de. Et là, tout de suite, il y a l'idée qu'il vit dans une ethnie, dans un village, où il est pluriel, où il est plusieurs, où il n'est pas un individu, un égo. Et il faut que vous sachiez que le mot moi, le mot je, le mot ego, il y a plein de langues où ça n'existe pas. Le pronom personnel je n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent, c'est intraduisible, on existe dans la multiplicité. Et le problème, alors quand vous allez aux États-Unis, on vous demande tout de suite combien vous gagnez, et en France, qui vous êtes. Et donc vous dites les études que vous avez faites, le boulot, vous ne parlez pas du fric parce que c'est un ancien pays catholique, mais on vous pense comme individu. Et maintenant, il n'y a plus de famille, puisque les vieux, on les fout dans les EHPAD, les enfants à la maternelle et à l'école, les adultes travaillent, les couples explosent. C'est le fruit de cette croyance, qui est une pure croyance, hein, puisque ça n'existe pas, le moi et l'ego. Mais je trouve que la gentillesse, à chaque fois que je suis gentil et que je m'aperçois que les réactions sont positives, je tisse le lien et quelque part, je me détricote de moi. Mais quelque part, je suis beaucoup plus fort, puisque j'essaye pas d'être dans le tout à l'ego dans lequel on vit. Et la troisième chose, alors ça c'est un dernier niveau, et je me sens même pas concerné, mais je l'ai observé, c'est que quand j'ai compris que j'étais pas un ego et que c'était vachement mieux de donner que de prendre, d'être un donateur plutôt qu'un prédateur, bah, je deviens un saint. C'est-à-dire toute ma vie, elle est vers le don, elle n'est pas vers la capture, elle n'est pas vers la prise. Et il y a, j'ai oublié son nom, mais je l'ai quelque part, celui qui bossait au Trader à Londres et qui à un moment donné a abandonné et est rentré dans les ordres. Il est devenu moine, 6 ans de formation, et après il était très connu dans les médias parce qu'il était dans les quartiers nord de Marseille à aider les jeunes émigrés à apprendre à écrire, à aider les parents, à rendre des services. Et je dis, mais puisque on était dans le même salon du livre tous les deux un jour,
Et je dis, comment t'as fait pour abandonner tout ce pognon et passer à cette vie déserte économiquement? Et il me dit, parce que j'avais compris que plus j'accumulais, plus je me néantisais, plus j'étais vide, plus j'étais rien. Et là, je commence à être, en n'étant pas un moi, mais en étant justement, il n'a pas dit qu'il était un saint, mais c'est ça le chemin. Donc la gentillesse, c'est d'abord ce petit métier à tisser qui fait que ça coûte rien. Le goût des autres, c'est le fait qu'on arrive à se détacher du moi. Et la propédeutique à la sainteté, pour parler de manière un peu pompeuse, c'est le fait que la gentillesse, quelque part, elle introduit certains d'entre nous. Et il y en a quand même pas mal des exemples de gens vers le don absolu et pas du tout vers l'entre-deux dans lequel on est quand on est gentil. Merci de nous avoir montré un joli chemin. Je suis honoré et merci de votre écoute. Bien, alors après avoir plongé ce matin dans nos origines, Céline Fontera, nous allons nous référer avec vous aux sociétés traditionnelles chamaniques. Alors vous dites qu'elles peuvent inspirer un management différent. Alors effectivement, le milieu est très différent, mais effectivement aussi, certains chefs d'entreprise, d'ailleurs du collectif, performance et qualité de vie au travail, sont d'ailleurs allés à la source, vous aussi d'ailleurs, et jusqu'au chaman. Oui. Alors, quels outils entre guillemets, hein, et quels modes de vie peuvent être repris dans notre société, dans nos sociétés? Alors effectivement, j'aime bien la question, Philippe, sur les outils, puisque je ne vais pas vous parler d'outils, mais je vais plutôt vous parler de posture. Dans nos sociétés matérialistes, on a tendance à aller vers les outils. Or, on l'a bien compris depuis le départ, et c'est ce que montrent un petit peu les neurosciences aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une question d'outils, le management. C'est surtout une question d'évolution de posture. Moi, ce qui m'a intéressée dans cette approche, d'abord, on m'a demandé de faire un petit peu un résumé de la journée. Et à travers ma double approche, qui est ethnologue à la base, société spécialisée des lapons dans le nord de l'Europe, des lapons éleveurs de rennes. Aujourd'hui, je suis experte en santé et qualité de vie au travail, donc avec des process, tout ça. Je suis passée par le monde industriel. Et finalement, associer les deux, c'est extrêmement intelligent et on comprend beaucoup de choses. Et quand on m'a demandé d'intervenir, si ça veut bien marcher, je me suis inspirée, donc management et neurosciences, moi ça me parle beaucoup. Et je me suis inspirée d'un article qui est paru dans la revue Management, qui parlait des 7 ou 8 points de ce que les neurosciences avaient apporté au management. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que ça a des résonances avec ce que moi je connais des sociétés traditionnelles chamanes. Et je vous propose de faire cette relecture avec en même temps l'apport qu'ont eu les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Alors, finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les sociétés traditionnelles chamanes, les neurosciences expliquent ce que les sociétés traditionnelles chamanes savent depuis toujours. Cette photo, je l'aime beaucoup, je vous invite à la regarder maintenant parce qu'elle ne repassera pas. C'était cet été, c'était chaman mongol dans les steppes de la Mongolie, puisque j'ai passé quasiment un mois là-bas avec eux. C'était lors d'une cérémonie rituelle en pleine nuit autour d'un feu sacré. Et je vais vous expliquer un tout petit peu, une partie des rituels de ces sociétés. La première chose, elles sont effectivement basées sur le principe du cercle. Emmanuel Jaffelin vient d'en parler. Il a justement dit, j'ai noté la phrase parce que j'ai trouvé très très belle. L'individu n'existe pas dans beaucoup de sociétés. La gentillesse tisse le lien entre individus en détricotant le moi. Effectivement, dans nos sociétés, on cultive l'individualisme, alors qu'on se rend compte que c'est finalement cet excès d'individualisme va entraîner la désagrégation du collectif, et c'est ce qui fait que ça entraîne le désengagement des gens et la problématique managériale et de l'implication et de la motivation et du fait qu'on est bien ou pas dans son job. En fait, le Pascal Pic nous expliquait que dans les groupes homogènes, c'est là où il y a le plus de problématiques par rapport à la diversité qui elle, nourrit. Pierre-Marie Liédot, lui, nous expliquait que quand il y a un groupe homogène, on ne voit pas les signaux faibles et ça peut aller à des catastrophes comme 2 fusées consécutivement qui explosent. En fait, le principe du cercle, c'est la base des sociétés traditionnelles et la différence, c'est la base du cercle. Le Ubuntu, ce dont parlait Emmanuel Jaffelin, c'est « je suis parce que nous sommes ». Le je n'existe pas effectivement dans les sociétés traditionnelles. On est dans le cercle et surtout chacun a sa place et a sa juste place dans le cercle. On est bien parce qu'on est différents les uns des autres et c'est ce que l'on a entendu ce matin à plusieurs reprises. Le cercle, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Le cercle, il est garant de l'équanimité.
L'équanimité, moi, c'est un mot que j'ai appris avec un chaman amérindien. L'équanimité, ça veut dire personne n'est supérieur à l'autre. C'est ce que l'on va appeler, c'est la connexion des neurones de l'équipe. C'est ce que Pascal Pic appelle le cerveau social. Au niveau de la Maïf, Gersan de ce matin nous a parlé de son expérience de rugby. Il y avait la mêlée, le besoin du toucher, et puis elle nous a dit on a besoin de tous les profils. Et aujourd'hui, quand mes équipes recrutent, ils vont recruter des gens avec des profils différents parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on avait besoin de tout le monde. Ça peut être possible dans le cercle et parce qu'il y a ce principe d'équanimité. Elle a dit également, on fait des réunions vestiaires où on va se parler vrai. On se fait des débriefings. La Patrouille de France aussi, Virginie nous a parlé de leur débriefing où ils se parlent vrai. Il y a une technique que l'on utilise beaucoup dans les sociétés chamanes, c'est la technique du cercle de parole. Alors, ce n'est pas celle que l'on pratique en entreprise. La technique des cercles de parole et du bâton de parole dans les sociétés chamanes, il y a des règles qui sont très précises. Et je vous assure que quand on commence à pratiquer le bâton de parole comme les sociétés traditionnelles, ce n'est pas un bâton de parole en réalité. C'est un bâton d'écoute. On ne peut pas parler tant que le bâton ne nous est pas arrivé à nous. Tout le monde s'exprime à sa manière. La personne qui s'exprime par du silence peut aussi exprimer beaucoup de choses. Est-ce qu'on laisse dans nos sociétés la place au silence, à des gens qui parfois ont des choses à dire à travers le silence? Jamais. Quand vous mettez en place des techniques de bâton de parole dans un groupe, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui parlent jamais et qui ont des choses vraiment intéressantes à dire. Et ils se retrouvent intégrés dans le cercle et dans le groupe. Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans nos sociétés où on est éduqué dès le départ à la compétition. Le cercle, il est encore plus que ça, le cercle, il est garant de l'équilibre. Alors, il est garant de l'équilibre en interne, mais il est garant aussi de l'équilibre en externe. Ce que les sociétés traditionnelles chamanes appellent l'équilibre du grand tout dans le tout. Parce que la notion d'équilibre, elle dépasse largement les humains. Dans le monde des sociétés chamanes, on est en lien non seulement avec le monde matériel, mais avec toutes les forces invisibles. On est en connexion avec tous les éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air. On est en connexion avec les pierres, avec les plantes, les minéraux, les cristaux, les roches, avec les nuages, avec les ancêtres. Tout ça, c'est vivant. Et on est en lien avec tout ça. Tout ce que l'on fait interagit avec tout l'univers qui nous entoure. Great Place to Work nous expliquait tout à l'heure que ce qui est bon pour les salariés, c'est bon pour les employeurs. Vous voyez que la répercussion, elle fonctionne. C'est ce que les Québécois appellent la santé globale de l'organisation. Quand les gens vont bien, les finances vont bien. Quand ça dysfonctionne au niveau humain, ça dysfonctionne au niveau financier. Mais au-delà de ça, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut considérer que la croissance de nos entreprises peut-elle être infinie ? Dans cet équilibre, si on va au-delà même de nos organisations, quel est le modèle que l'on met en place ? Juste une petite remarque qui est tout à fait personnelle. Il y a une pathologie qui se développe sur le même modèle que les sociétés humaines, ou réciproquement d'ailleurs, en tout cas les sociétés occidentales, c'est le cancer. Et quand le cancer a vidé toute la substantifique moelle de son hôte, toute l'énergie vitale, l'hôte meurt. Donc si on part du principe que tout est lié, qu'on est un tout dans le grand tout, jusqu'où allons-nous continuer avant de nous rendre compte de cet équilibre dépasse largement nos équipes et nos organisations ? Ça fait partie d'une des sagesses des sociétés traditionnelles qui aujourd'hui défendent la terre et l'équilibre de ce qu'il y a. La plupart des chamans aujourd'hui font un autre métier. Moi cet été j'étais avec 4 chamans, il y en avait un qui était cuisinier spécialiste en cuisine française. Il y en avait un qui était un politicien qui travaillait à la ratification des lois sur le chamanisme en Mongolie, et 2 qui sont médecins généralistes. Comme quoi, c'est pas incompatible, bien au contraire. Et leur approche, elle est très pertinente, bien plus que la nôtre, parce qu'elles ont les 2 visions et les 2 cultures. Et ce sont des questions qui sont très intéressantes à aborder avec eux, parce qu'elles sont enrichissantes. Au-delà des équipes, au-delà de la structure, le cercle va jusqu'où, en fait ?
Alors, dans ce cercle, eh ben, il y a une personne au milieu de la société, c'est le chaman. Le chaman, son rôle, c'est d'établir ou de conserver l'équilibre. Parce que sans cesse, il y a un éternel déséquilibre qui se fait. Et le rôle du chaman, c'est de préserver l'équilibre dans ce grand tout. En réalité, le manager, eh ben, il a le même rôle que le chaman. On a parlé ce matin d'épigénétique, c'est Pierre-Marie Liédot qui en a parlé. Il nous a dit « Nous ne sommes pas finis à la naissance. C'est parce que le cerveau est informable qu'il est déformable. » Ce qui est fabuleux et ce que nous apporte l'épigénétique, c'est la preuve que l'environnement influe sur notre santé et que notre volonté influe sur notre environnement. Or, la base d'un travail chaman est de perpétuer l'équilibre au sein de son clan en impliquant ceux qui sont malades ou ceux qui ont des difficultés dans leur propre guérison. C'est un chaman amérindien qui me racontait que traditionnellement, quand on allait voir le chaman, la personne malade apportait des chevaux, des pots, allait voir le chaman et lui demandait d'agir pour lui. Le chaman le regardait, l'écoutait, puis au bout d'un moment, il disait « Non, je ferai rien pour toi. » Ok, donc la personne repartait. Un mois après, la personne revenait voir le chaman avec des chevaux, des pots, etc., des cadeaux. Et il discutait avec le chaman, et puis le chaman le regardait au bout d'un moment, il disait « Non, je ferai rien pour toi. » Et la personne repartait. 2 mois après, la personne retournait voir le chaman avec encore des cadeaux, des pots, de la viande, de la nourriture, etc. Et encore une fois, il expliquait son problème et il demandait au chaman de l'aide. À ce moment-là, le chaman lui disait « Ok, là, maintenant tu es prêt. Je vais pouvoir travailler pour toi et avec toi. » Et c'est ce que nous a dit ce matin Pierre-Marie Liédot, et c'est une notion qui est fondamentale dans les équipes, c'est la notion de co-responsabilité. Dans les équipes que j'accompagne, la plupart du temps, ce qui est le plus difficile à changer, c'est les habitudes de vie. Je travaille avec des équipes qui sont très très variées, et quand vous intervenez dans une industrie ou avec des gens, ce matin, il y avait GSF par exemple, j'interviens dans des écoles avec du personnel de la petite enfance qui font du ménage pareil. Quand vous avez des gens qui vous disent, écoutez, ça fait 30 ans que je fais les mêmes gestes, c'est pas vous qui allez m'apprendre à faire mon métier. Non, effectivement, son métier, je ne suis pas capable de le faire. En revanche, les gestes, on peut les faire d'une autre manière. Et aujourd'hui, la prévention des troubles musculo-squelettiques, par exemple, ou la cohésion d'une équipe, ça passe aussi par la reconnaissance que l'on est soi-même responsable, on a sa part de responsabilité dans la relation du groupe et dans la relation de l'équipe. Effectivement, la QVT, ça passe d'abord par modifier ses habitudes. Le bien-être au travail, ça passe d'abord par la volonté de se dire « Moi, si je fais un petit pas, c'est toute l'équipe qui va faire un grand pas. » Ce matin, quand on a entendu l'équipe du 15 parler de rugby et de ce qu'ils font, ils travaillent tous en équipe et chacun se remet en question. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche que l'on va retrouver dans l'équipe de sport comme dans le chamanisme, c'est cette prise de conscience qu'on a tous notre part de responsabilité. Et le plus grand pari que l'on a à faire dans les entreprises aujourd'hui, et ça c'est un sacré pari pour le management, c'est de passer d'organisation verticale, descendante, où finalement on peut râler mais on se décharge de toute responsabilité, à une organisation beaucoup plus, qui c'est qui parlait de casser les niveaux, de Patrick tu en as parlé, de faire baisser les niveaux, d'arriver à quelque chose de beaucoup moins hiérarchisé, mais du coup ça met aussi les collaborateurs face à leurs propres responsabilités. Et du coup, eh bien, le manager, un petit peu comme le chaman, il doit impliquer les collaborateurs dans cette notion de co-responsabilité. Alors pour moi, les sociétés traditionnelles, elles ont 3 secrets. Et là encore, on en a parlé. Le premier secret, c'est la reconnaissance. Ce sont des sociétés qui vont reconnaître les individus pour ce qu'ils sont. Aujourd'hui, c'est la première chose que demandent les collaborateurs que j'interroge dans les entreprises. Quand il y a un problème d'absentéisme, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Or, la reconnaissance, elle influe sur la dopamine. Les sociétés traditionnelles, elles sont rythmées par des rites de passage qui permettent à chaque individu d'être reconnu par le groupe pour ce qu'il est et pour ce que chacun
apporte à la communauté. C'est quelque chose que l'on ne fait pas. On va reconnaître dans nos organisations la hiérarchie. On ne reconnaît pas les individus pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils apportent. Encore une fois, c'est la Maïf qui en a parlé ce matin avec le rôle de chacun dans l'équipe et effectivement la capacité aussi du manager ou du leader de se mettre en retrait quand il sait que c'est pas à lui d'aller porter un sujet ou un dossier parce que c'est pas lui le plus staffé pour le faire. Ça, c'est de la reconnaissance et c'est quelque chose que nous avons à apprendre à faire dans nos organisations. Ce n'est pas forcément le plus diplômé ou le plus haut dans la hiérarchie qui a la compétence de tout porter. Et donc, ce que l'on apprend des sociétés traditionnelles chamanes, d'abord et avant tout, c'est la reconnaissance de ce que sont les gens, leurs capacités, leurs forces. Ensuite, pour faire ça, il faut aller rechercher ses talents. La deuxième chose que nous apprennent les sociétés traditionnelles chamanes, c'est d'aller chercher ses talents personnels. Alors là, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Je parlais de la Maïf, le manager est devenu un accompagnateur de talent, j'ai entendu ce matin. Chez Sodexo, savoir rêver sans se dire c'est impossible. Lydie Breton qui nous disait qu'à 13 ans, elle avait décidé d'être capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, alors que l'équipe de France, ça n'existait pas. Et finalement, cette réflexion... de Virginie Guyot, à un moment, il est hors de question que des femmes deviennent pilotes de jet. Tout à fait. Et ça, c'était, à un moment donné, c'est le rêve, c'est la mission, c'est la vision, c'est finalement, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime faire, où sont mes talents, et comment est-ce que je peux me dépasser moi, parce que c'est ça qui me fait vibrer. Il y a eu 2 beaux exemples qui en ont parlé ce matin, et c'est exactement ça. Alors, dans l'entreprise, il y a des outils pour le faire. C'est d'abord s'assurer que vos collaborateurs font les bonnes choses, les faire évoluer vers ce qu'ils savent le mieux faire. Alors, c'est ce qu'on va appeler basiquement la GPEC. Mais on a 2 façons de faire de la GPEC. Soit la façon traditionnelle où on fait passer des entretiens annuels, on les forme, etc. Soit on va vraiment les pousser à révéler leurs talents. Encore une fois, il y a 2 approches. Soit l'approche, elle est purement respect de la loi, soit elle est pour se dire on a du potentiel, on a des pépites, où sont nos pépites, quels sont les potentiels et comment on va les faire pousser, grandir, œuvrer pour se mettre au service du clan, du groupe et de la communauté. Et puis, on en a beaucoup parlé. Le 3e secret, c'est la gratitude. Apprendre à dire le positif, effectivement, ça nourrit. Pierre-Marie Ledo, ce matin, nous a dit on a le choix de nourrir le passé négatif ou de reconnaître ce qui fonctionne. Dis-le-moi que tu m'aimes. Effectivement, c'est tellement devenu une habitude, mais dans notre culture française, de dire ce qui ne va pas. Combien de fois par jour vous dites merci, merci la vie. Merci la vie pour le rayon de soleil. Merci la vie pour ce bon moment que nous passons ensemble aujourd'hui. Merci toi qui vois que j'ai un œil qui pleure et qui m'apporte un Kleenex. Merci juste du sourire de cette petite fille que je croise sur un trottoir et qui me fait sourire. Juste merci. Combien d'entre vous disent merci pour des petites choses levez la main. Qui c'est qui a pour habitude de dire merci pour des petites choses dans le quotidien? Pas mal dans la salle, c'est pas mal. Vous imaginez que si vous ne le portez pas, cette gratitude, et on ne nous l'apprend pas, comment voulez-vous la transmettre à votre équipe? Comment voulez-vous remercier? Or, c'est Lydie Breton, il me semble, qui nous en a parlé. La base du management autoritaire, c'est le dénigrement. Et le dénigrement, cela fait monter en flèche le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et elle inhibe les sécrétions de dopamine et de sérotonine qui sont essentielles au bien-être. Effectivement, à partir du moment où vous cultivez la gratitude, vous, manager, c'est bien, mais vous arrivez à faire cultiver la gratitude entre pairs, on en a beaucoup parlé aussi, il faut que ça devienne une culture, cette culture de la gratitude, la reconnaissance les uns envers les autres, c'est fabuleux. Arriver à être reconnu par ses pairs, c'est quelque chose que j'ai entendu dans une équipe il n'y a pas très très longtemps. C'est moi... mes chefs, ils me disent à peu près que ça va bien, mais ce que j'aimerais, c'est que mes collègues aussi se rendent compte du travail que je fais. Et dans des équipes qui dysfonctionnent, la reconnaissance des pairs, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui a besoin d'être initié par le manager. Qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre encore? Alors, dans cet article, on parlait de la posture gagnant. Effectivement, ce sont des sociétés où
on va s'autoconditionner à la victoire. S'autoconditionner à la victoire, ça fait baisser a priori de 25% le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Quand collectivement, vous avez les All Blacks, puisqu'on parlait de rugby, qui font le haka, ils se mettent dans une posture de gagnant. Ils se mettent dans une posture où ils font monter l'énergie du groupe. Ils se mettent dans une posture où ils vont aller avancer, où ils vont pratiquer l'ancrage à la terre, l'ancrage au groupe. Là encore, on retrouve cette culture rugby avec la tradition des Néo-Zélandais natifs, qui est faire monter l'énergie de groupe. Avoir une posture de gagnant, c'est souvent quelque chose qui manque aussi dans nos organisations. On part plus facilement avec une vision défaitiste sur un projet qu'avec une vision optimiste où on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour mettre toutes les chances de nos côtés. En tout cas, c'est ce que j'observe beaucoup là où j'interviens. Et puis, on en a parlé aussi pas mal, respecter les rythmes biologiques, favoriser les temps de pause. Dans nos sociétés où on est hyper connecté en permanence, il y a quelque chose que je vois émerger depuis 1 an et demi ou 2 ans de manière dramatique, quel que soit le niveau d'instruction, le niveau de la hiérarchie, l'âge, la CSP ou les milieux dans lesquels j'interviens. C'est une problématique liée au sommeil. On n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à récupérer. Alors, par rapport à ça, il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est l'hyperconnectivité. On est en permanence connecté à nos écrans, à nos smartphones. On mange souvent devant un écran, on va au lit, on a encore un écran. Or, l'écran stimule des zones du cerveau qui fatiguent. Les personnes que je vois, avec lesquelles je travaille, qui ont des problématiques de sommeil, je leur dis 2 choses. La première, après le repas, vous coupez tous les écrans et vous allez lire le soir. Alors, ça paraît bête comme chou, mais lire un livre, ça n'active pas du tout la même zone au niveau du cerveau. Et là, vous allez préparer votre corps au sommeil, vous allez apaiser en fait votre cerveau, alors que l'écran stimule et va continuer à surexciter les zones du cerveau. La deuxième chose, c'est qu'on est déconnecté totalement de la nature. On se coupe complètement de la nature. Regardez, on marche tous avec des semelles en caoutchouc dessous. On est complètement déconnecté. Or, notre corps fonctionne exactement comme une prise électrique. Notre corps fonctionne avec une prise de terre. Pour arriver à faire partir les ions positifs, qui n'ont de positif que le nom, parce qu'ils sont néfastes pour notre corps, il faut arriver à être connecté avec la terre. L'été, vous êtes mieux parce que vous marchez pieds nus, parce que vous allez dans le sable, parce que vous marchez dans les forêts. Je vous invite à marcher régulièrement pieds nus, même dans les forêts. Vous évitez les forêts de conifères. Mais quand vous avez des forêts, des belles forêts comme vous avez dans la région, marchez pieds nus, même quand il fait froid, je vous assure, essayez, ça fait énormément de bien. Et dans une société où il y a de plus en plus d'ondes Wi-Fi, c'est une façon aussi de décharger tous ces ions positifs qui vous envahissent le corps et qui vous polluent le corps. Alors, Pierre-Marie Liédot disait le corps sait avant le cortex qu'il y a des choses qui vont pas, et le digital coupe la connexion du corps. Plus vous êtes dans le digital, plus vous êtes hyper connecté, moins vous allez entendre les signaux que votre corps vous envoie et que vous pouvez décoder. Les pratiques des sociétés chamanes sont basées là-dessus. Vous vous rappelez la vidéo avec la patrouille de France où on les voit simuler avec les mains les gestes. En fait, ils sont en technique de visualisation. La plupart des techniques méditatives que l'on va pratiquer dans les sociétés chamanes sont des pratiques de méditation basées sur la visualisation, puis sur d'autres choses, sur les chants, sur d'autres stimulations. Il y a des pratiques physiques, beaucoup, dans les sociétés chamanes. Il y a des huttes-à-sudation qui nous aident à lâcher le mental. Et là, c'est le corps qui parle et on va pouvoir faire émerger d'autres choses. Les quêtes de vision, elles nous amènent à nous chercher vraiment à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Les cercles de parole, j'en ai parlé. Et puis le lien avec la nature, ce principe d'équanimité où on est dans le tout. C'était Virginie Guillot tout à l'heure qui parlait que c'est extrêmement exigeant pour faire le métier qu'elle a fait et la formation. Je vous assure qu'être chamane, c'est
ahurissant la difficulté que c'est pour devenir chaman. Quand il faut passer des jours et des nuits entières, quelle que soit la chaleur ou le froid, en pleine nature, sans rien à boire ni à manger pendant des jours d'affilée, pour avoir la vision et se connecter avec les guides et les animaux totems et tout le reste, c'est énorme. Ils peuvent vraiment se comparer au travail que font le commandant de la patrouille de France. C'est ahurissant. Et tout ça, ça va développer des capacités. Lydie Breton nous a parlé d'alignement tête-corps-cœur. C'est parce que on va pratiquer ces méditations, c'est parce qu'on va pratiquer ces huttes-sudations, c'est parce qu'on va pratiquer ces activités physiques dans les sociétés chamanes que l'on est parfaitement aligné dans la matière et dans les mondes invisibles. Donc en fait, vous voyez qu'elles ont énormément à vous apprendre et finalement ce que j'ai lu dans cet article, ça m'a fait sourire parce que je me rends compte que les neurosciences redécouvrent aujourd'hui ce qui existe depuis la nuit des temps dans les sociétés traditionnelles et dont il est temps que nos managers s'inspirent au niveau des équipes. Alors pour conclure, je voudrais juste faire un petit focus sur ces sociétés-là. Ces sociétés-là, on les oublie, on les trouve jolies, folkloriques, elles ont des jolis costumes, c'est super rigolo, on ne comprend pas très bien toujours les plumes, les you-you, les musiques, les tambours et les grelots. Et pourtant, vous voyez, elles sont gardiennes de savoir que l'on est en train de redécouvrir. Ces sociétés-là, elles sont en train de disparaître. Parce que nous, avec notre volonté d'aller, d'exploiter et de toujours grossir et de toujours aller plus loin, on n'est plus capable ni de les écouter, ni de savoir comment elles fonctionnent. Rappelez-vous le cercle. On a besoin de tout le monde dans le cercle. Nous, on a besoin d'eux, parce que eux, ils gardent une sagesse que nous, on a perdue. Et nous, on est en train de détruire leur territoire. Alors, je vous parle des Lapons parce qu'ils sont en ce moment en train de... Dans la Finlande, les Lapons, les Sams, c'est un peuple qui a, sur 4 pays dans le nord de l'Europe, Suède, Norvège, Finlande et la presqu'île de Kola en ex-URSS, en Finlande, il y a un projet de construction de lignes ferroviaires qui coupera leur territoire en deux. Il y a encore 85 000 Lapons qui vivent du nomadisme et de l'élevage de rennes. Il se passe la même chose au niveau des Amérindiens dans l'Amérique du Nord. On les a parqués. On est en train de vouloir exploiter les montagnes sacrées qui sont, dans lesquelles, bien sûr, il y a de l'or, il y a des métaux intéressants pour nous. Et il y a surtout un grand équilibre de la planète là-bas. En Mongolie, c'était la même problématique cet été. J'en discutais avec... je suis allée dans des sociétés nomades aussi, éleveurs nomades. Et là encore, il y a des grandes sociétés qui sont en train de vouloir exploiter des territoires et qui vont briser les dernières sociétés qui vivent encore comme ça. On peut faire le tour du monde. C'est le cas partout. L'exploitation d'huile de palme que l'on va retrouver un peu partout dans le monde. Effectivement, moi je suis tout à fait pour ce que disait Denis Paulet tout à l'heure. Mettre des plantes dans les bureaux, c'est fondamental, on a besoin de nature. Et si notre besoin de nature, il allait plus loin, qu'on commençait par respecter la nature et ceux qui vivent au plus près de la nature. Et je voudrais conclure là-dessus. Cette notion de co-responsabilité, elle nous concerne aussi, nous, êtres humains. On a besoin de tout le monde dans notre cercle à nous. Et nous, aujourd'hui, dans nos entreprises, on a besoin de ces sociétés traditionnelles qui ont gardé cette sagesse. Comment est-ce qu'on peut faire pour les respecter et pour les intégrer dans notre cercle global d'êtres humains ? Et j'aimerais conclure cette journée là-dessus. Et merci les neurosciences de nous permettre de redécouvrir cette sagesse universelle. Merci. Alors, difficile de tirer des leçons et des conclusions exhaustives de ce colloque, d'autant plus que nous vivons dans un monde qui évolue sans cesse, sans qu'on sache prévoir quoi et quand va arriver. Je vous laisse donc à vos réflexions avec la possibilité d'échanger encore autour d'un verre. Et puis merci à tous les opérateurs de ce magnifique amphi d'Orange qui nous ont bien accompagnés aujourd'hui. Merci à Muriel Bergès et à son équipe opérationnelle d'aujourd'hui. Et puis merci à tous pour votre attention et votre participation. Bonsoir.